bonsoir à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct sur Al 24 News. Alors, nous continuons cette émission. Madame Bahija Rahel, interprète de musique andalouse, vient de nous rejoindre. Bonsoir, Madame Rahel, Sahaf Tork et bienvenue. Bonsoir, Sahaf Torkom, Sahar Ramadankom, à vous tous et bien sûr à tous les téléspectateurs. Alors, ce mois de Ramadan, parlez-nous un peu de votre récent concert, donc mardi dernier à la salle Ibn Khaldoun à Alger. Alors, c'était un concert unique. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle toujours concert-événement. Parce que pour Alger, c'était un seul concert. Donc oui, mardi dernier à la salle Ibn Khaldoun. J'ai bien sûr interprété une nouba, puisque le public sait que c'est ma spécialité. J'interprète toujours une nouba et c'est ce que je défends le plus. Et ce qui était particulier, c'est que j'avais invité une interprète, une jeune interprète de cette jeune génération montante, Roumaïssa Qaïd Youssef, qui a interprété aussi donc une nouba au départ, donc dans le mode ghrib. C'était donc c'est ma manière d'encourager cette relève et dire que la voix féminine est là, puisqu'en plus nous sommes au lendemain du 8 mars, dire que la voix féminine est là, parce que la musique andalouse et surtout la nouba, est resté longtemps un domaine réservé aux hommes, à la voix masculine. Et quel message, justement, souhaitiez-vous transmettre à votre public lors de ce concert? Le message reste le même depuis quelques années, et je pense que le public le sait maintenant, alhamdoulilah. C'est que déjà, la voix féminine, la femme s'est imposée petit à petit dans ce domaine qui était, oui, réservé aux hommes. Il n'était pas vraiment réservé. L'homme s'est accaparé ce domaine, parce qu'au départ, il y avait des femmes. Il y avait des femmes, même du temps de Zérieb, de l'Andalousie arabo-musulmane. Il y avait des femmes qui interprétaient la nouba et qui jouaient d'instruments aussi, d'instruments traditionnels. Mais quelques siècles après, l'homme a un petit peu écarté la femme. Donc ce qu'on a fait, c'est on a repris notre place uniquement. Et le message que je veux vraiment passer, c'est que nous sommes là, nous nous sommes imposés parce qu'on ne nous a rien donné. D'ailleurs, bien sûr, il ne faut rien attendre, hein. Il ne faut pas à chaque fois se dire oui, et il faudrait voilà, me donner ceci, cela, et j'attends ceci, cela. Il ne faut pas être des éternels assistés. J'ai quelque chose à donner et que je peux donner, je le fais. Et c'est tout. Oui. Voilà, je propose et je fais, je travaille. Je n'attends pas des aides ou des soutiens à droite et à gauche. Je fais. Tant que je peux faire des choses, je les fais. Et quand c'est quelquefois, comme dans la musique arabo-andalouse ou la nouba en particulier, la femme s'est imposée, il faut qu'elle continue à s'imposer. Et vraiment, maintenant que j'avais commencé dans les années 90, maintenant beaucoup de voix féminines sont là, se sont imposées, et c'est magnifique. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à dire... Oui, la femme aussi est là, comme dans plusieurs domaines. D'ailleurs, on le voit aussi même par rapport aux instrumentistes. Avant, il n'y avait que des musiciens, hommes. Mais maintenant, la femme est là aussi. On voit des musiciennes virtuoses. D'ailleurs, même avec moi, mardi dernier, il y avait Saliha Ould Moussa qui est virtuose au oud. Il y a des virtuoses au qanoun, au violon, à la cuitra. Donc, il faut aussi les mettre en évidence, les mettre en avant, parce que la femme aussi est là en tant qu'interprète et en tant que musicienne. Mais Madame Rahel, comment les interprètes comme vous ou encore les associations peuvent-elles contribuer à préserver les noubas justement face aux défis modernes? Là, c'est encore plus difficile. Alors, par rapport...
Moi, j'ai commencé ma formation, on le sait, en 1974. Et depuis, je ne suis restée que dans la Nouba. C'est un choix personnel. Il y a certaines femmes et même des hommes qui maintenant commencent, d'ailleurs au départ, par interpréter la Nouba, l'enregistrer, la chanter en concert et petit à petit font autre chose ou dévient et tout. Là aussi, c'est un choix personnel. Chacun est libre, surtout dans l'art, chacun est libre de faire ou d'entrer dans un domaine qui le passionne le plus ou qu'il ressent plus qu'un autre. Mais malheureusement, dans la Nouba, on n'est pas nombreux à rester vraiment que dans cette voie. Dans les associations, qui sont quand même des écoles qui forment, les interprètes jeunes, donc filles ou garçons, commencent dans la Nouba et petit à petit, parce que c'est un domaine très difficile quand on veut vraiment rester que dans la Nouba, donc petit à petit sortent de là. Ce qu'il faudrait peut-être leur dire, c'est si elles veulent rester dans ce domaine. On est là. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je dis à cette jeunesse. Je suis là, à la limite, moi aussi. Elles veulent... Comment ? En tant que mentor. En tant que mentor, en tant que conseillère, peut-être uniquement. Elles ont besoin de conseils. Elles ont besoin d'être encadrées sur cette voie. Je suis là. Je suis là, puisqu'on n'est pas nombreux ou nombreuses. Pour les encadrer, pour les guider un petit peu dans cette voie de la Nouba, qui est une voie difficile. Parce que quelquefois, dans les associations, on oublie que le but premier est la formation dans la Nouba uniquement, parce que l'association est une école. Donc, si les chefs d'orchestre encadraient peut-être un peu plus dans cette voie, elles peuvent continuer. Surtout les filles ou les femmes. Et ensuite, il ne faut pas juste se dire « oui, mais je n'ai aucune aide ». Il n'y a pas d'aide au départ. Quand on commence, il faut être fort, déjà être bien formé, parce qu'il ne suffit pas d'avoir 5 ou 6 ans de formation pour dire « allez, je peux maintenant commencer une carrière professionnelle ». Dans la Nouba, il faut vraiment des années de formation. Mais quand on commence, c'est terminé, on est formé, on est solide, on peut commencer une carrière et ne compter sur personne, compter sur sa formation personnelle et ensuite son courage et se prendre en charge et en main et commencer une carrière. Hajar, je reviens juste vers vous. On va d'abord replonger dans l'ambiance unique des soirées musicales ramadanesques à Alger ou même ailleurs où tradition et modernité se rencontrent pour faire briller la ville au rythme de la musique. C'est un sujet signé Fillah Leili. Dans le cadre des soirées ramadanesques à Alger, plusieurs espaces culturels proposent au public une programmation artistique variée, entre concerts, humour et musique urbaine. À l'Opéra d'Alger, Barlam Bessayah, une série de spectacles est programmée tout au long de ce mois sacré. Parmi les artistes invités, le musicien libanais Marcel Khalifa et le chanteur algérien Rabah Asma, qui ont retrouvé leur public dans une salle comble, offrant des spectacles marqués par la richesse et la diversité musicale. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. J'espère pouvoir revenir toujours en Algérie car j'aime énormément ce pays. La première fois que j'y ai présenté un travail, c'était il y a plus de 45 ans. Il y a donc une relation très forte, pleine d'affection qui me lie à l'Algérie. J'ai connu vos grands-parents, puis vos parents et aujourd'hui je rencontre vos enfants et même vos petits-enfants. C'est vraiment très beau de voir cette continuité et l'ambiance ici est tout simplement magnifique. C'est une soirée historique parce que pour notre génération, on n'a jamais eu l'occasion de voir Marcel Khalifa sur scène. Donc c'est vraiment quelque chose. En plus, on a assisté avec toute la famille, donc on a pu vraiment... On espère même avoir une dédicace. Avec beaucoup d'émotion parce que
Je l'ai déjà vu en 80, je l'ai revu en 2004 et maintenant on est en 2026. Donc pratiquement tous les 20 ans, quand il arrive en Algérie, je suis parmi le Houdor. On est retombé en enfance d'abord parce qu'on s'est souvenu de toutes ces belles chansons de Marcel Khalifa. Sa voix est intacte. Il est merveilleux, merveilleux. Et la classe, hein, vraiment la classe. Après, je suis devenu respiration. Direction Dar Raïs à Sédefredja, à l'ouest d'Alger, avec le concept Thé chaud, où l'humoriste algérien Kamel Abdet a retrouvé son public dans une ambiance conviviale, entre anecdotes et humour du quotidien. C'est toujours un plaisir de revenir chez moi, de jouer devant mon public, de retrouver le public algérien et algérois. Et je suis honoré parce que la salle était pleine, parce que le public se déplace et ça c'est un signe, c'est la manifestation d'une affection que le public. Vraiment c'était très très bien, très très bien, ça s'est très bien passé, bonne ambiance, vraiment bien, Kamel Abdet a été super, ben voilà, rien à dire. C'était mon premier concert d'humoriste. J'ai trouvé ça très drôle, bien plus drôle qu'on l'imagine. Même si c'était des classiques qu'on entend souvent, en présence comme ça dans un spectacle, c'est beaucoup plus drôle. Ça faisait du bien. Enfin, place à la musique urbaine avec le concept One Love organisé à l'hôtel El Jazair. Sur scène, le rappeur franco-algérien Sofiane Zermani Fianso, accompagné des artistes Ikowesh, Jam et Timoh, a offert au public une soirée rythmée et énergique. Dans le concept One Love, on est à l'hôtel Jazair. Et c'était juste un honneur. Et voilà, je suis très content d'avoir fait cette soirée. J'ai passé vraiment un bon moment. On était complet, on était full, il y avait du monde, on a sauté, on a transpiré, on a crié. On a passé un bon moment, c'était familial, il y avait des enfants devant moi, c'était mortel. J'en ai fait monter sur scène, on a passé un bon moment. C'était vraiment mortel. Qui est comme un festival, un grand festival, 30 jours, le One Love non-stop, plus de 40 artistes. Je me suis dit, moi, en tant qu'artiste algérien qui est là depuis 2004, plus de 20 ans, j'ai une mission aussi dans mon pays, en Algérie, pour promouvoir la musique et ramener les amis, les artistes avec qui on a fait des chansons avec Timoh. Donc il y a eu il y a Fianso, Ken Warinishan, Camélia Jordana, il y a aussi des surprises, Dindana. Donc il y a eu plein de chanteurs ou de stand-uppers qui sont venus de l'international, bien sûr algériens à 100%, qui représentent aussi l'Algérie. 3 univers, 3 ambiances, mais un même objectif, divertir et rassembler. Les soirées ramadanesques à Alger continuent de rythmer la capitale et les rendez-vous culturels se poursuivent pour le plus grand plaisir du public. Alors, je rappelle que c'était un sujet signé Fella Helaili. Alors, autour de cette table, messieurs, dames, comment se passent vos soirées ramadanesques? Est-ce qu'il y a beaucoup de programmes cette année, enfin comme chaque année, mais là, en l'occurrence à Alger, Hajer Sebata, il me semble que vous sortez pas mal cette année. Oui, je pense, oui. C'est une très très belle occasion. Donc, le mois du Ramadan, le mois sacré, est une très très belle occasion justement pour pouvoir sortir, passer de belles soirées, des fois en famille ou avec des amis. Donc, déjà, c'est une belle occasion pour promouvoir la culture algérienne, puisqu'on voit que tout ce qui est offert sur les différentes soirées, c'est typiquement algérien à 100%. Si on parle de la musique, donc les différents styles entre le raï, l'andalou et puis d'autres soirées cinéma, donc où j'ai eu l'occasion d'assister, et c'était des films purement algériens à 100%. Donc une première soirée de réalisateurs algériens avec un débat très très intéressant, et puis une deuxième soirée le mercredi passé, c'est organisé par le CNCA, donc le Centre du cinéma national et l'audiovisuel. Et donc voilà, une soirée dédiée aux femmes, et il y a eu projection de 4 films cinéma mercredi passé, et donc tous intéressent les femmes, les sujets qui intéressent les femmes. Et puis je reste à dire à chaque fois, je saisis l'occasion pour le dire encore une fois, le regard de la femme algérienne est super important pour justement raconter notre identité et puis nos traditions. Donc c'était une très belle occasion. J'ai aussi eu l'occasion
l'occasion d'assister au festival du mapping qui s'est déroulé au musée Bardot. Et c'était encore une belle occasion pour que les gens viennent découvrir le Bardot en tant qu'institution ou que site national très, très intéressant, en plus des Algériens de jeunes Algériens, à travers leur start-up, ont pu faire découvrir ça. Donc, sur une semaine, il y avait plus de 7000 personnes. Et c'était full chaque soir. C'était full chaque soir. Et ce qui était projeté, encore une fois, ce qui était à l'œuvre, c'est encore de l'algérien, de l'identité algérienne, de la culture algérienne. Donc voilà, je pense que le mois sacré est une très très belle occasion. Et on dit aux familles qu'il reste encore un programme très riche à l'Opéra, au Tiana. Donc voilà, ce serait super d'aller découvrir tout ça. Madame Bahija Rahel, je voudrais vous demander par rapport au public de la musique andalouse. Donc, il est toujours aussi fidèle. Est-ce que vous reconnaissez les personnes qui reviennent peut-être à chacun de vos concerts? Est-ce qu'il y a un engouement par rapport aux années précédentes? Est-ce que vous ressentez cela? Le public est fidèle. Je reconnais, moi, le public qui est là. Il est là à chaque concert. D'ailleurs, quelquefois pour plaisanter, je dis je vais faire l'appel. Parce que juste pour dire que voilà, je reconnais, ça devient presque des amis, le public. Et voilà, chaque membre du public est un ami, une amie, tellement ils sont fidèles. Et d'ailleurs, je les remercie tous parce que c'est leur présence, c'est leur fidélité qui m'encourage à continuer dans ce travail difficile quand même. Quand on est dans la Nouba, quand on enregistre, on sait que j'ai 30 enregistrements, 30 CD, 30 Nouba. Donc l'enregistrement de Nouba est difficile. Mais c'est le fait que le public me porte et me soutienne à chaque fois, me donne cette force de continuer ce travail difficile. Mais alhamdoulilah, d'ailleurs je le fais et je dis toujours, c'est un travail que je fais et pour le laisser pour la jeune génération, pour la relève et bien sûr pour l'Algérie. Parce que on est dans la préservation et la sauvegarde de la Nouba, donc patrimoine andalou algérien. Hadjer Sbata, vous vouliez rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure. Parlant justement de la sauvegarde de la Nouba, moi je dis que c'est un style qui m'a souvent impressionné. Parce que je sais que la Nouba c'est très particulier, c'est très réglementé. C'est très spécifique, donc c'est pas donné à tout le monde. Je dis des fois même que c'est un style prestigieux. Donc, et parlons d'écoles et de formation et de préserver la Nouba. Donc, on compte en Algérie, je pense, 3 écoles. Voilà, donc le Gharnati par rapport à Tlemcen, le Malouf pour Constantine et Sanaa par rapport à Alger. Et voilà, je me pose souvent la question, donc pour m'approfondir, est-ce qu'il y a une différence d'instruments impliqués dans le style ou si juste l'appellation ou il y a vraiment une différence dans les styles? Ce n'est pas juste une appellation. Oui, il y a une différence dans les 3. On parle d'école. Certains disent, oui, c'est un style. Chacun peut défendre ses convictions, il n'y a aucun problème. Mais on sait que c'est la même origine. Quand on parle de musique andalouse, on parle de l'Andalousie de l'époque. Mais ensuite, donc, c'est la même origine. Mais suivant après ces 3 régions, donc il y a eu une empreinte locale, bien sûr, algérienne, qui a donné ces 3 écoles. Et chacune a déjà des rythmes différents et des interprétations différentes. Mohamed Tahar Fergani, ne pouvait pas interpréter la Nouba, même si c'est la même Nouba, le même mode, par exemple Nouba Sika, il pouvait l'interpréter. Mohamed Khaznadji à Alger, n'allait même si c'est la même Nouba, n'allait pas l'interpréter de la même manière. Il y avait ce cachet d'Alger par rapport au cachet de Constantine. Mais quand on parle de musique andalouse, de la Nouba, on parle de musique académique, de musique savante. Et c'est pour ça qu'on parle après de c'est particulier. Donc on doit
on doit respecter certaines règles, la structure de cette nouba. Quand on parle bien sûr de la nouba, on parle de un msaddar, un mtayhi, un darj, un saraf et un khlas. Et c'est connu, madame, donc il y a certainement 12 noubas. 12 noubas. C'est vrai qu'on parlait de 24 noubas, mais il vaut mieux parler de 12 parce qu'on a 12 qui sont là, mais les 12 autres, si vraiment on dit qu'il y avait 24, ces 12, on n'a aucune trace de ces 12-là. Donc il vaut mieux parler des 12 qui sont là, mais tant qu'il n'y a pas de trace sur les 12 perdus, restons sur 12. Ouais. Et pardon, si je peux juste continuer, Imen, j'ai lu que plusieurs artistes préfèrent une nouba par rapport aux autres. Il y a des noubas qui sont favorisés pour certains artistes. Donc, est-ce que, Madame Behidja, vous avez une préférence et d'où est née cette préférence? Alors, j'ai, par exemple, pour les enregistrements et même sur scène, j'ai interprété les 12. Et ensuite, j'ai fait un deuxième tour des 12. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à 30 albums, 30 noubas. Je ne peux pas dire que j'aime un mode par rapport à un autre. Certains vont vous dire, oui, moi j'adore le mode Zidane. Et beaucoup disent, j'adore le mode Zidane. Oui, moi j'adore le mode Zidane. Parce qu'il y a en plus 16 modes, c'est ça? Je me suis un petit peu... Pour l'école d'Alger, oui, il y en a 15. Il y a 15 modes, mais parmi ces 15 modes, on peut former 12 noubas seulement. Il y a 3 modes qui sont incomplets. L'Araq, le Mouwel et le Jarka. Donc, on parle de 12 noubas. Je vais vous dire, j'adore Zidane. Mais quand j'interprète Raml el-Maya, j'adore Raml el-Maya. Quand j'interprète l'Hassin, j'adore l'Hassin, etc. C'est comme les enfants. On adore nos enfants et on ne peut pas faire de préférence ou dire « Ah, j'aime celui-là par rapport aux autres ». Non, elles sont toutes belles quand on les interprète. Il faut juste leur donner ce qu'il faut et bien les interpréter. Donc il y a une émotion à chaque fois qu'on interprète un mode particulier. Donc pour faire un choix, moi je ne peux pas choisir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est magique dans la musique. Parce que est-ce qu'on peut la considérer comme étant de la musique classique? Cela dit, il y a quelque chose qui me fascine toujours dans la musique, l'art, le cinéma algérien. C'est, même si c'est académique, même si c'est des écoles, c'est toujours populaire. Il n'y a pas cette lutte des classes à l'intérieur. C'est ça que je trouve magnifique c'est ça que je trouve magnifique dans notre façon, dans notre rapport à l'art, dans notre rapport à la littérature, dans notre rapport à la nouba. C'est une musique, vous l'avez dit vous-même, c'est académique. Mais quand on sait que cette académie s'adapte aux réalités populaires, elle a été parrainée, elle a été prise, elle est écoutée. Vous le dites vous-même, mon public, c'est ma famille. Donc il y a ce lien populaire. Moi, je trouve que dans l'ensemble de nos cultures, de nos arts, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas aussi quand on parle de modernité. Tant qu'on a ce lien, tant qu'on a cette capacité à rendre à l'humain ce qui est à l'humain et à prendre dans le populaire ce qui est notre héritage, je pense que, vous me direz ce que vous pensez, je pense qu'on est bien parti. Bien sûr, bien sûr. Quand on parle de musique académique, oui, c'est parce qu'on sait qu'il a écrite, c'était quand même, quand on parle par exemple d'Ibn Zaydoun, Ibn al-Khatib, Ibn Khafaja, Ibn Quzman et d'autres, c'était de grands lettrés. On parle d'une civilisation. Ils étaient médecins, philosophes, poètes. Savants, finalement. Savants. Donc, c'est de la grande musique. Mais il ne faut pas oublier qu'elle reste jusqu'à présent orale. Donc traditionnelle. Et c'est cette manière de continuer à la transmettre oralement qui la rend populaire aussi. Et populaire parce qu'à un certain moment, c'est vrai qu'on disait, oui, c'est une musique bourgeoise ou une musique de bourgeois. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas cette notion. Il n'y a jamais eu cette notion dans l'art algérien. Jamais. Donc, c'est une musique qui reste proche du peuple, de tout Algérien, qui peut bien sûr l'apprendre et être initié dans une association, une école. Juste l'écouter. Juste l'écouter. Et petit à petit, si elle lui plaît, écouter, puisque maintenant on a beaucoup de moyens par les réseaux, par les plateformes digitales, on peut écouter et se rapprocher de cette musique, cet art ou ce patrimoine andalo-algérien. Donc, et pour revenir à la modernité, il n'y a aucun
aucune interdiction, aucune limite. Moi, ma spécialité est la nouba. D'accord. Je l'interprète et je l'enregistre. Et bien sûr, je transmets puisque j'ai une école aussi de musique andalouse où j'apprends l'école Rythme Harmonie à Paris depuis 2008 où je transmets tout ce que m'ont appris mes maîtres. Très bien. Mais en dehors de ça, je peux aussi faire autre chose. Je peux m'inspirer de la nouba pour créer ou composer autre chose. Il y a plein de chanteurs ou d'artistes qui s'inspirent aussi de la nouba pour créer autre chose. Ils sont libres de le faire et c'est très bien de le faire. C'est très bien. Mais sauf que il faut toujours faire cette séparation. Dire la nouba, voici la nouba à l'état pur pour les conservateurs et voilà ce qu'on peut aussi sortir de ce patrimoine tellement riche. Et au contraire, l'Algérie est tellement riche culturellement. Donc, c'est bien de s'inspirer des musiques traditionnelles, de tout ce qui est classique ou traditionnel pour créer. L'artiste n'a pas de limite dans la création ou la composition. Donc, laissons-le faire. Alors, nous allons marquer une petite page de réclame et nous revenons tout de suite après. Merci d'être avec nous pour cette dernière partie de Ramadan Prime. Alors, nous parlions tout à l'heure de musique andalouse, de patrimoine. Ramiz Mouchi, comment peut-on préserver ce patrimoine tout en laissant la créativité évoluer? Peut-on, à travers l'intelligence artificielle, justement, enrichir ce patrimoine, mais tout en gardant son authenticité? Ah oui, mais totalement. La préservation de ce patrimoine-là, et j'aime beaucoup vous écouter, Madame Rahal, quand vous parlez de ça, et de l'histoire, et de comment les jeunes gens maintenant continuent à préserver cela. L'IA, ou la technologie en général, permet une certaine manière de préservation qui est idéalement et qui peut être plus intéressante, plus pertinente peut-être que l'homme, parce qu'il y a l'oubli parfois, il y a des erreurs, etc., qui se transmettent entre les générations. La technologie permet de très bien préserver cela, et avec l'IA, on pourra encore plus préserver cela en incluant une grande variété de ce qui existe, et de comparer, et d'avoir même des études et des choses qui ne pouvaient pas exister avant, parce que l'IA et la machine peut connaître beaucoup plus de contenu, et donc peut traiter beaucoup plus. Mais on ne peut pas parler de ça sans parler aussi du danger, parce que je vous vois venir concernant la créativité et la place de la technologie dans l'art. Justement, pour conserver l'authenticité. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir justement permettre à l'IA d'être utile, mais de ne pas justement attaquer cette partie qui est créative et qui est humaine, exclusivement humaine. D'un côté, il y a la réglementation pour ne pas permettre justement. Même si Madame Rahal a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de limite pour la créativité par rapport la créativité. À côté. Mais quand on parle d'un patrimoine, il faut vraiment le laisser tel quel. Oui. Quand on parle de patrimoine matériel ou immatériel, c'est exactement la même chose. L'IA et tout ce qui est... De toute façon, avant l'IA, il y avait déjà les plateformes, il y avait Internet, il y avait les réseaux et tout. Il n'y a pas de danger pour ça. Il faut juste savoir préserver son patrimoine. Pour préserver ce patrimoine, moi je peux, par exemple, le conserver, le préserver, le mettre dans une boîte et ensuite sortir de temps en temps certaines noubas pour les arranger, les moderniser, ou m'inspirer de ça pour faire autre chose. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui est dans la boîte, je ne le touche pas. C'est mon patrimoine préservé.
conserver. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, et après, m'appuyer sur l'IA pour faire autre chose, pourquoi pas? Et au contraire, elle peut peut-être m'aider à bon escient. Oui, m'aider à faire encore autre chose et à créer autre chose. Parce que oui, il n'y a pas de limite dans la créativité artistique. Il n'y a aucune limite. Donc c'est magnifique. Mais juste mettre des limites par rapport au patrimoine préservé. Parce que patrimoine algérien, qu'il ne faut pas toucher parce que c'est mon identité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas biaiser cette identité-là. Bien ça sûr. reste authentique. Oui. Il faut que ça reste authentique. Et la boîte dont Madame Rahal justement parlait, elle a été autrefois des cassettes, ensuite des CD et d'autres supports. Mais justement, l'IA est une boîte qui peut même être plus pertinente pour préserver, pour bien préserver et pour garder une certaine qualité qui autrefois était peut-être difficile à avoir via les cassettes ou via les CD. Donc le premier défi justement, c'est de garder bien le patrimoine sans le changer. C'est sûr, pas de problème. L'IA peut le faire, peut peut-être contribuer à le faire sans pour autant modifier. Et ce que vous avez dit par la suite, justement, de créer de nouvelles choses. On a vu certains essais sur des chansons, sur des créations qui étaient totalement impressionnantes, que les gens aimaient. Parfois ne savaient même pas que ça a été généré à 100% par des algorithmes d'IA et des modèles qui ont fait des choses formidables. Au départ, c'était juste notre mémoire. Quand on avait nos maîtres en face, donc ils interprétaient un morceau, plusieurs morceaux, une nouba. Nous, on était obligés de mémoriser tout ce qu'ils ont interprété. Donc, et notre mémoire était développée à l'époque. Ça, on le dit, on le sait. Ouais, là, ça aide un peu à la paresse, voilà, l'utilisation c'est normal. C'est normal. Mais maintenant, avec tous ces moyens, maintenant, je le fais moi-même, je l'applique avec mes élèves. Mes élèves en cours, je leur donne, bien sûr, on est en présentiel, je donne le cours et j'enregistre quelques passages que je leur envoie le lendemain ou 2 jours après parce que c'est un aide-mémoire pour leur révision à la maison. Et d'ailleurs, la semaine d'après, quand je pose des questions, il faut qu'ils aient écouté ce que j'ai envoyé avant. Et c'est comme ça que je sais s'ils ont travaillé ou pas, s'ils ont révisé ou pas. Donc, voilà, c'est des moyens supplémentaires, mais il ne faut jamais oublier que la méthode principale de transmission reste l'oralité et en présentiel. Exactement, et peut-être avant de finir, l'éducation étant un des sujets, si ce n'est le sujet le plus important dans l'IA. Et justement pour apprendre et aider à apprendre, pour par exemple en cas de manque de disponibilité peut-être, où il y a des agents d'IA ou des algorithmes ou de la tech qui permet justement de tester, de faire des notations, d'aider les étudiants à mieux faire les choses. Et ça pourrait donner justement la chance à beaucoup plus d'individus justement de garder cela et d'apprendre plus rapidement. Alors, nous avons ce soir parlé beaucoup de guerre, notamment au Moyen-Orient. Alors, le monde est secoué par des conflits et des tensions. Souvenons-nous que l'art a toujours été une réponse, une réflexion et parfois une résistance à la violence. C'est dans cet esprit que nous vous invitons à découvrir ce soir avec Tinhinan Makassi le parcours de Ted Jones, poète saxophoniste et peintre qui, à travers jazz et surréalisme, a transformé la tumultueuse réalité de son époque en souffle créatif. Effectivement, Imen, c'est dans ce souffle et le souffle du mois de mars qui est le mois où on célèbre d'abord les accords d'Évian qui ont permis à l'Algérie de se libérer du joug du colonialisme, ce fameux 18 mars. Il y a aussi le 21 mars, ce jour qui a brisé des chaînes, ce sont les chaînes de l'apartheid. On célèbre la journée de la lutte anti-apartheid, ou encore le 8 mars où on célèbre la journée des droits des femmes ou de la lutte des femmes. C'est dans ce souffle que j'ai pensé à ce sacré Theodore Jones. Theodore Jones n'est pas un simple poète ou un simple jazzman. Theodore Jones, c'est avant tout le souffle de la liberté. Il est né en Illinois, aux États-Unis, en 1929. Il va traverser l'Atlantique comme un funambule avec des mots, des cordes et son cœur comme balancier. Il est jazzman, il est
poète, il est peintre, il est surtout artiste libre. Ces concerts ne sont pas seulement des spectacles avec un public, c'est surtout des réunions où l'on se rappelle que la liberté ne s'acquiert pas, elle s'arrache, c'est notre rime, elle frappe l'injustice, elle éveille les consciences. Et dans les années 50, à New York, dans le bouillonnement artistique de New York, il fréquente les cercles de la Beat Generation, cette génération qui aura marqué l'Amérique, mais aussi les afro-descendants et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. C'est une figure singulière d'ailleurs. Lorsque le saxophoniste Charlie Parker meurt en 1955, Ted Jones, par chagrin, va se balader dans toutes les rues de New York et écrire Bird Leaves, parce que Charlie Parker était appelé l'oiseau du jazz. Il a refusé cette mort. Il a écrit partout Bird Leaves en signe de résilience, mais surtout pour dire que là où la musique est, il n'y a jamais... L'âme ne meurt pas finalement. Elle continue à vivre par la transmission. Il fréquentera les grands noms du jazz. Il sera admiré par les plus grands de jazz, pour ne citer que John Coltrane. Et pourtant, en dépit de tout cela, de cette vie exaltante à New York, Ted Jones va quitter les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les frontières américaines lui semblent trop petites. Quand on sait qu'à cette époque, les Noirs américains, les Afro-descendants n'avaient pas le droit d'être des citoyens à part entière. Et il va aller vadrouiller, il va aller à Paris, où il va rencontrer André Breton. Et là, justement, vous avez parlé tout à l'heure du surréalisme. C'est là où le surréalisme se mêle à son œuvre pour donner ce free jazz. Il invente carrément un mouvement qui va s'appeler le free jazz. Mais il y aura une ville qui va le marquer dès les années 60. Et bien évidemment, cette ville, c'est Alger, c'est la Mecque des révolutionnaires. Qui ne peut pas être marqué par Alger. Alger, pour lui, c'est une terre vibrante et qui trouve, où ses mots, où ses rêves trouvent écho, justement. C'est la Mecque des révolutionnaires, c'est son refuge, c'est sa terre d'adoption. L'Algérie devient sa scène. L'Algérie devient là où il peut rencontrer ces révolutionnaires qu'il a tant admirés, dont il lit les noms sur les pages de la presse, dont il a espéré avoir contact. Et c'est avec eux, justement, c'est dans cette ville qu'il va les rencontrer. Et c'est ici, surtout, qu'il va proclamer avec la plus grande émotion, un certain 1969, lors d'un festival qui s'appelle le Festival panafricain, je cite, nous sommes revenus, nous sommes les Noirs américains, nous sommes les Afro-américains, nous sommes les Africains des États-Unis, mais avant tout, nous sommes Africains. Cette citation va résonner durant des siècles dans les cœurs de l'ensemble des Afro-descendants qui rappelons-le, ont été marginalisés de la société américaine durant plusieurs siècles, mais surtout les affres du commerce transatlantique. Donc c'est à Alger qui portait encore les cicatrices de la domination, mais surtout qui portait les espoirs de la libération, que Ted Jones va rencontrer la fraternité, va rencontrer le combat, mais surtout il va rencontrer un espace où l'art, la politique et la liberté se croisent et s'entremêlent. Ses poèmes sont des éclats de lumière dans les nuits de l'oppression. Il écrit le souffle du jazz, il l'apprivoise, il mêle le surréalisme et la colère, l'amour et la révolution. Il peint la douleur, il peint la beauté et la rage, sans jamais exagérer. Ted Jones était de ces poètes à fleur de peau. Et tout ça, on peut se poser la question, mais quel genre de personne était Theodore Jones ? Quand on voit sur scène un homme avec autant de prestance, on peut se poser la question, mais comment il était ? Sa personnalité était simplement exubérante, c'était un rebelle, il était tendre, il était indomptable. On pouvait le voir sourire dans les terrasses de café et danser dans les rues d'Alger, ces rues qu'il aimait tant. Il disait qu'à Alger, même la poussière respire la révolution et la liberté. Il rêvait dans les rues de Tombouctou, une ville de Tombouctou en Mali, une ville mythique où il aimait revenir comme à une source. Pour lui, la poésie, le jazz, l'art n'était pas un refuge, mais une manière d'habiter le monde et une manière d'exister quand on refuse d'exister, quand on nous refuse d'exister. Et c'est aujourd'hui, quand on pense à Ted Jones, on ne peut que se dire que les injustices qui résonnent à travers le monde, en Palestine, au Liban, en Iran, où les bombes des tyrans pleuvent, on va se souvenir de Flying Word, ou les mots qui volent, comme l'a écrit Ted Jones, qui sont aujourd'hui des étincelles qui refusent de se taire face aux ténèbres. Merci beaucoup Tinhinen Makassi. Et du jazz, on passe maintenant au Shaabi, place au 15e Festival national de la chanson Shaabi qui ouvre ses portes ce soir et qui se déroulera jusqu'au 12 mars au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Un événement qui célèbre à la fois tradition et créativité. Au programme, concours de jeunes talents, hommage aux légendes du Shaabi, ateliers de formation, expositions et publications
certification patrimoniale, une occasion unique de mettre en lumière le patrimoine musical algérien et de soutenir la relève artistique. Pour clore cette émission, nous allons faire un petit focus sur la soirée Ouel Datir qui célèbre la richesse de la chanson Chabi et met en lumière la vitalité de notre patrimoine musical algérien, un événement où justement tradition et jeunes talents se rencontrent pour faire vivre la musique populaire. C'est un sujet signé Nariman Zekar. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, le spectacle Ouel Datir signé Karim Bourras a repris son envol pour sa deuxième édition vendredi soir au Théâtre National Maheddine Bachtarzi d'Alger. Cette année, et pendant près de 2 heures, l'orchestre mené par Reda Morah a proposé une relecture du patrimoine chabi en mêlant instruments traditionnels et sonorités de la musique classique. Un voyage musical inspiré des grands poèmes du répertoire chabi où le taïr symbolise tour à tour la liberté, l'exil ou encore le messager des sentiments. L'oiseau, à chaque fois, il change de plume, il change de chant. Donc, cette année-là, on a changé le décor musical, si on veut. La fusion était plus classique, un peu jazzy sur certains morceaux. Voilà, ça a donné un bon résultat. Donc, ça leur a plu. Inch'Allah, ce n'est que le début. Sur scène, les mélodies du patrimoine se parent d'un nouvel écrin, plus moderne cette fois, offrant une sonorité contemporaine 100% algérienne, au plus grand plaisir des musiciens et du public. Je joue dans l'Orchestre symphonique national, je suis premier violon depuis des années, des dizaines d'années. Mais cette fois-ci, ils m'ont invité de jouer avec l'orchestre de Chabi. C'était une bonne expérience, c'est très intéressant, je me suis vraiment amusée. C'était magnifique, c'est la première fois que je découvre cet artiste, j'ai adoré, c'est ma première fois au TNA aussi. Et le Chabi, c'est un genre que je connais, mais plutôt à travers les figures plus anciennes. Et c'était vraiment une très belle ambiance. Honnêtement, c'était une merveilleuse soirée. Ça fait vraiment plaisir de voir que le Chabi revit à travers la jeunesse. Un orchestre magnifique, une ambiance magnifique aussi. Vraiment, ça fait plaisir de voir ça. À travers cette fusion artistique, le spectacle ambitionne de valoriser et de transmettre la richesse du Chabi, s'ouvrant ainsi à de nouvelles formes d'expression. Justement, notre devoir en tant que citoyen algérien, c'est de préserver notre patrimoine culturel. Et voilà, on se retrouve encore sur cette nouvelle aventure pour démontrer à l'oreille internationale ce que nous avons comme richesse et ce qui fait de nous des Algériens. Un envol donc musical entre tradition et modernité qui confirme que ce patrimoine vivant continue d'inspirer et surtout de se réinventer. Alors, Madame Bahija Rahal, vous voudriez dire un petit mot sur cet événement qui... J'ai vu un petit peu... Karim Bourras maintenant est connu dans le milieu chabi, l'interprète vraiment chabi à l'état pur, mais il peut faire aussi des expériences comme ça et des spectacles. C'est un spectacle magnifique. Et voilà, on peut aussi monter des spectacles autour de musique traditionnelle et c'est très bien. Parce que ça donne aussi l'occasion au public de découvrir autre chose, de voir, de s'évader ou de voyager autour d'un patrimoine traditionnel, mais d'une manière peut-être plus moderne. Moi d'ailleurs, en parlant de ça, d'ailleurs je dis c'est des aventures, c'est des expériences. Même si on reste sur un domaine traditionnel. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de jouer aussi avec des orchestres, par exemple l'orchestre philharmonique du Conservatoire de Rouen. 170 musiciens derrière, et moi j'ai interprété une nouba. C'est une expérience, c'est une belle expérience où 2 orchestres peuvent
chacun son tour découvrir la musique de l'autre et en plus donner quelque chose de nouveau au public. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de limite dans la création et tout ce qui est artistique. Est-ce qu'on peut avoir ce genre d'expérience en Algérie, justement? Bien sûr, ça s'est déjà fait. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour le faire aussi. Ça reste une expérience, mais le faire aussi en Algérie, parce que je l'ai fait à plusieurs reprises en Europe, pourquoi ne pas le faire aussi en Algérie? Mais il a été fait plusieurs fois ici en Algérie par d'autres artistes. Donc, oui, c'est possible de le faire. Mais ce genre d'événement, au-delà des festivités, donc, contribue justement à préserver et surtout transmettre le patrimoine chabi aux jeunes générations. Donc c'est quand même des événements qui pourraient être multipliés pour pouvoir justement arriver à transmettre... Vous savez, la musique chabi, normalement, il n'y a pas de danger pour sa transmission. Parce que quand vous voyez un jeune de 10, 15 ans qui vous chante, parce que j'ai entendu moi des enfants, quelquefois 10 ans et même 15 ans, chanter l'Anqa, Gerwabi, Zahir, la yarhamhum. Eh bien déjà on sait que cette musique n'est pas en danger. Donc on a préservé et on continue à préserver le chabi, parce que par ses grands noms, le chabi n'est pas en danger. Mais ensuite, travailler sur cette musique, donc cette base musicale ou patrimoine pour créer autre chose, puisqu'à un certain moment même, quand on cite Kamel Messaoudi, il a créé un genre particulier. Et pourtant, du chabi, il a créé un genre, même quand on cite la chansonnette, même quand on parle de d'Ahmed El-Harrachi, et d'autres, il y a eu aussi la chansonnette Mahboubati, qui a écrit pour pratiquement tous les chanteurs chabi certaines chansons que les gens chantent et fredonnent tout le temps. Mais le chabi est toujours là, donc c'est magnifique. Donc le chabi n'est pas en danger. Mais il y a des musiques modernes, il y a quelque chose de moderne qui a été créé à partir du chabi. Hajar Sebata, vous vouliez poser une question à... Oui, d'abord je voudrais juste dire qu'on a très bien vu l'engouement du public algérien au chabi, donc qui est souvent présent, surtout dans les mariages déjà, comme étant un style super prestigieux aussi. On voit l'attachement des Algériens à ce style, et puis les belles compilations de la danse chabi qu'on retrouve à chaque fois sur TikTok, sur les différentes plateformes. Après, nous avions parlé de la classification de la nouba comme étant un style prestigieux et aussi chabi, comme vous l'avez bien cité, Madame Behija, mais les styles comme le chabi, le mahjouz, l'aroubi, le hawzi sont connus aussi comme des styles plus populaires, mais ils ont toujours ce rythme de la nouba, les thèmes de la nouba. Alors, on va parler un petit peu de ces termes puisque tu les as cités. Déjà, j'insiste toujours, c'est Behja comme Alger et non pas Behija. D'accord. Asmak, Allah yabarak. C'est pas Behija. Alors, Kain la Nouba, donc tout ce patrimoine andalous, jazairi. Il y a les dérivés. Donc, puisqu'on parle des trois écoles, tu les as citées tout à l'heure, le Gharnati pour Tlemcen, Sanaa pour Alger et le Malouf pour Constantine. Mais ensuite, quand on parle des dérivés, le Mahjouz pour Constantine, l'Aroubi pour Alger et le Hawzi pour Tlemcen. Ça, c'est les dérivés. Donc, en arabe dialectal, l'arabe parlé algérien, d'ailleurs, c'est des poètes algériens qui ont écrit ces dérivés. Et on parle bien sûr de chabi. Donc, c'est des dérivés de la nouba ou de ce patrimoine classique andalou. Iman, si vous permettez, une dernière question à Madame Behja, on n'a plus le temps. Très bien, parce que j'ai su qu'elle voudrait, je suppose que vous serez intéressée par un rôle dans le cinéma. Et quel serait ce rôle? Madame Quel serait ce premier rôle par rapport à une femme connue? On doit conclure
Hein, ça y est. Non, je ne dirais pas une femme ou une personnalité connue, mais oui, un rôle dans le cinéma, oui, bien sûr. C'est toujours intéressant. C'est noté, merci Madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Madame Behja Rahal, voudriez-vous nous interpréter un petit istikhbar pour clore cette émission en beauté? Je vais interpréter un petit couplet, mais j'aurais dû peut-être commencer par ça, mais معليش. On termine l'émission avec. En beauté, exactement. Et d'ailleurs, merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté. سلام على الأحباب سلام على الأحباب في القرب وفي البعد سلام على الأحباب في القرب وفي البعد سلام عليكم سلام عليكم كلكم كما هب النسيم على الورد. Merci beaucoup, Madame Behja Rahal. Merci aux chroniqueurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Bonne fin de soirée sur Al 24 News.